Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delceni. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, le fantôme de Kell. Des femmes tuées des deux côtés du Rhin, des mises en scène macabres qui ressemblent à une signature criminelle et un meurtrier confondu presque par hasard. Strasbourg, le lundi 15 mai 2000. En fin de journée, vers 20h, Ursula Brailovsky enfourche son vélo et s'engage avenue de la Forêt-Noire, direction le bois de la Fondseno, une réserve naturelle située dans l'agglomération. Cette Allemande de 44 ans, professeure de droit dans un institut de formation rattaché à l'université Robert Schuman, vit depuis une dizaine d'années à Strasbourg. Ursula est surnommée par ses proches Oula. Elle est brune, a les cheveux courts coupés à la garçonne, des yeux en amande bleu clair et des sourcils très fins. Grande et sportive, elle a l'habitude de parcourir en VTT ce trajet de 18 km. Ce soir-là, avant d'arriver à la lisière de la forêt, elle croise un de ses étudiants. Puis elle entre dans le bois. Ensuite, Ursula ne retourne pas directement chez elle. Elle a rendez-vous avec son compagnon, Mark Fischer, à 20h30 de l'autre côté du bois. Depuis qu'il a pris sa retraite de dentiste, ce dernier est devenu moniteur de plongée et elle doit donc le retrouver au niveau de la base nautique où il entraîne des stagiaires depuis 16h. À 20h30, elle n'est pas au lieu de rendez-vous. Son compagnon ne s'inquiète pas tout de suite, mais les minutes passent et Ursula ne vient pas. Un quart d'heure plus tard, à 20h45, toujours aucun signe de l'enseignante. Ce n'est pas dans les habitudes d'Ursula d'être en retard. Il attend encore 15 minutes et à 21h, il décide de prendre son vélo et de partir à la rencontre de sa compagne. Il craint qu'elle ait fait une chute. Dans un sens, puis dans l'autre, Mark Fischer arpente la forêt. Aucune trace d'Ursula. Après plusieurs heures, il contacte la gendarmerie. Vers minuit, les recherches officielles commencent. Des enquêteurs sont déployés dans le bois où il fait nuit noire. Ils sillonnent les allées, fouillent les fossés, ils ne trouvent rien. Le lendemain matin, l'affaire passe aux mains de la police de Strasbourg qui ouvre une enquête pour enlèvement et séquestration. Les recherches s'intensifient. En fin de journée, près de 20 heures après le signalement de Mark Fischer, 2 employés communaux contactent la police. Ils ont découvert dans le bois le cadavre d'une femme, en contrebas d'une petite route forestière. Il s'agit bien d'Ursula Brailovsky. Son corps semble avoir été frappé de plusieurs coups de couteau. Une centaine de policiers et de gendarmes sont déployés dans le bois pour une opération de ratissage. Ils espèrent trouver des indices permettant de mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Pendant ce temps, quelques-uns s'affairent autour du corps. La professeure est allongée sur le ventre, à moitié dévêtue. Pour les enquêteurs, ça signifie très probablement qu'Ursula Brailovsky a été victime d'une agression à caractère sexuel. Damien, l'autopsie ne confirme pas cette hypothèse. En tout cas, l'autopsie, elle révèle d'abord que Ursula a reçu 6 coups de couteau au niveau du bas du corps, mais aussi et surtout du cou, qui sont les causes du décès. L'autopsie, elle démontre aussi qu'il y a un certain acharnement et une volonté d'achever la victime. Mais en effet, bien que les vêtements d'Ursula aient été partiellement retirés par son agresseur, il n'y a pas de traces de viol constatées à l'examen. C'est un peu étrange parce que on ne comprend pas dans ces conditions pourquoi elle a été déshabillée. Ça fait un peu crime rituel, en tout cas c'est curieux. On peut établir avec la présence d'autres marques sur le corps d'Ursula qu'elle a été traînée sur le sol. Dès la découverte du corps, la police scientifique ainsi que 2 médecins légistes ont été appelés sur place. L'autopsie, elle a duré 12 heures. Ça permet d'esquisser un premier scénario. Elle était sur son vélo, elle a été interceptée par le meurtrier qui l'a frappée d'abord, puis traînée par terre pour l'emmener hors du sentier dans un endroit un peu plus reculé. Et là, il la poignarde 6 fois et il l'abandonne sur place. Le VTT qui est découvert, qui est retrouvé, il est d'ailleurs
taché de sang, il a été jeté par-dessus un grillage, directement dans une décharge. En revanche, sur la scène de crime, il n'y a ni l'arme, le couteau, ni trace ADN exploitable. Selon le procureur, Ursula Brailovsky a été attaquée par surprise, dit-il, et de façon très brutale. Oui, alors, évidemment, d'habitude, dans ce type de crime, on recherche d'abord s'il n'y a pas quelqu'un qui lui en voulait dans son entourage. On s'intéresse évidemment à son compagnon ou à son mari, mais c'est des hypothèses qui sont cette fois-ci très rapidement éliminées. Et très très vite, en quelques heures, on établit qu'il n'y a aucune aspérité particulière chez cette femme et dans sa vie professionnelle ou personnelle, et qu'elle a très probablement, malheureusement, été victime d'une mauvaise rencontre. Pour le procureur, c'est une affaire très sérieuse. D'autant qu'elle ressemble à une autre affaire dans laquelle, là aussi, une femme a été tuée et retrouvée, surtout partiellement dénudée, sans son pantalon et sans sa culotte. Cette affaire éclate 10 mois plus tôt, toujours à Strasbourg. Le meurtre de Sylvia Hieronymus, une femme de 30 ans, retrouvée tuée dans l'arrière-cour d'un immeuble, la nuque brisée. Dans cette cour intérieure, d'habitude, tout est calme, très calme, trop calme peut-être, au gré de certains résidents. Et c'est dans une vieille remise à l'arrière des bâtiments que le corps de la jeune femme a été retrouvé à moitié dévêtu. Selon les premiers éléments de l'autopsie, pourtant, il n'y a pas eu d'agression sexuelle. Le meurtrier avait fait preuve d'une force peu commune et n'avait laissé aucun indice. Comme Ursula Brailovsky, elle n'avait pas subi de violence sexuelle, mais elle était placée ventre contre terre, la culotte baissée sur les jambes. Ces deux crimes pourraient-ils être le fait d'un seul et même agresseur ? C'est ce que pensent les policiers. Mais ils ne veulent pas alerter la population et provoquer une psychose. D'autant qu'à quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la frontière franco-allemande, la panique grandit dans la petite ville allemande de Kehl. Le fantôme de Kehl, comme le surnomment ses habitants, sème la terreur dans cette commune limitrophe de Strasbourg. La police locale planche depuis des mois sur des affaires similaires. Bien plus petite que sa voisine française, Kehl compte 40 000 habitants. Les deux villes sont séparées par le Rhin et reliées par plusieurs passerelles et le grand pont de l'Europe, empruntable en voiture. Après la Seconde Guerre mondiale, Kehl a été française pendant 8 ans, avant de redevenir allemande. Depuis plusieurs décennies, les deux communes entretiennent donc des liens indéfectibles. Quelques jours après la découverte du corps supplicié d'Ursula Brailovsky, et alors qu'une information judiciaire pour assassinat est ouverte en France, une réunion est organisée. Elle réunit les enquêteurs du SRPJ de Strasbourg, le service régional de police judiciaire, et leurs homologues allemands. À Kehl, une cellule spéciale compte 40 hommes qui sont, nuit et jour, sur la piste du fantôme. Une grande salle au commissariat de Kehl, des tables, des ordinateurs, des téléphones. La zone de la commission, la ZOCO, s'est installée ici depuis quelques mois. Une unité spécialement constituée pour enquêter sur le tueur en série de Kehl. En Allemagne, tout a commencé 8 mois plus tôt, le soir du lundi 11 octobre 1999, dans une maison de retraite de Kehl. Une employée, Hatice Selik, jeune femme turque de 22 ans, travaille de nuit et traverse la cour intérieure du bâtiment quand elle reçoit un coup sur la tête. Elle s'écroule immédiatement. Puis elle est traînée par terre sur au moins 10 mètres, vers un coin à l'abri des regards et de la lumière. Là, la jeune femme est encore sauvagement frappée à l'aide d'un objet contondant. Elle est retrouvée quelques heures plus tard, le pantalon et la culotte baissés. Elle meurt des suites de ses blessures dans un hôpital strasbourgeois le lendemain. Le légiste établit qu'elle a subi des attouchements, probablement à l'aide d'un objet, mais qu'elle n'a pas été violée. Il n'y a ni trace de sperme, ni empreinte sur le corps. Rien qui permette d'avoir l'ADN du meurtrier. Damien, 8 semaines plus tard, le samedi 4 décembre, nouvelle agression mortelle à Kehl. Gisèle Dallmann, c'est une porteuse de journaux de 66 ans. Elle est à son tour agressée devant un immeuble où elle se trouve dans le cadre de sa tournée quotidienne. Elle est atteinte par 14 coups de couteau et meurt sur le coup. Comme Ursula Brailovsky et Hatice Selik, Gisèle Dallmann a été poignardée au niveau du cou. Et Gisèle Dallmann, comme les deux autres victimes, est retrouvée partiellement dénudée. Quand une information judiciaire est ouverte en France pour assassinat à propos d'Ursula Brailovsky, les deux services d'enquête font donc le rapprochement entre ces crimes. Oui, en fait, les enquêteurs allemands pensaient qu'ils avaient un tueur qui ne sévissait qu'en Allemagne, et parallèlement, les Français pensaient qu'ils avaient affaire à un tueur qui ne sévissait qu'en France. Donc on va rapprocher tous les dossiers, et on se dit à ce moment-là, côté français comme côté allemand, qu'on pourrait avoir affaire à un tueur en série.
En Allemagne, une vraie psychose s'installe. Oui, on l'a dit, le surnom déjà, le fantôme de Kehl, terrorise tout le monde. Les enquêteurs allemands déploient d'énormes moyens et mobilisent des centaines d'enquêteurs sur le dossier. Ils offrent même une récompense, l'équivalent de 150 000 francs, qui correspond environ à 23 000 euros, à toute personne qui pourrait aider à identifier puis à arrêter le tueur. Entre les 2 meurtres commis en Allemagne que nous venons d'évoquer, celui d'Atice Selig et celui de Gisèle Dallmann, il y a eu une autre agression qui va se révéler particulièrement intéressante, entre guillemets, pour les enquêteurs. Oui, c'est encore l'agression d'une femme dans des circonstances qui laissent penser que l'agresseur pourrait être celui que la police allemande recherche depuis 6 mois. C'est l'agression de Bärbel Zobel, une femme de 38 ans qui va être sauvée de justesse par son mari. Et donc, elle va être en capacité de parler, de témoigner. Bärbel Zobel est agressée le mardi 23 novembre 1999, quelques semaines après le meurtre d'Atice Selig. Il est 4h du matin quand cette femme de 38 ans sort de chez elle. Elle part travailler dans un restaurant où elle fait le ménage. Dans l'émission Faites entrer l'accusé, elle témoigne de l'agression qu'elle a subie. J'ai été effrayée car il y avait un homme dans le noir. Je lui ai demandé s'il habitait l'immeuble, s'il attendait quelqu'un, s'il avait perdu ses clés, et il m'a répondu non. Alors je me suis dit, tu avances vers ton vélo et tu ne te retournes pas. Et tout à coup, j'ai reçu les premiers coups. Elle reçoit les premiers coups et tombe par terre. Elle crie. Par chance, son mari est réveillé et l'entend. Il sort alors de leur appartement et crie depuis le haut de la cage d'escalier « Laissez ma femme tranquille ». L'agresseur prend peur, il lâche sa proie et part en courant. Quand le mari de Bärbel Zobel arrive en bas, sa femme est inconsciente. Elle se réveille à l'hôpital où des policiers attendent de pouvoir l'interroger. Difficile pour elle de donner des détails sur son agresseur. Elle pense qu'il peut être d'origine étrangère, mais il a seulement prononcé quelques mots et elle n'est pas tout à fait sûre d'elle. Depuis qu'ils avaient entendu Bärbel Zobel, les enquêteurs allemands cherchaient un coupable allemand, de même que les enquêteurs français qui se demandent avant tout si le fantôme de Kehl, comme on le surnomme, a franchi la frontière pour venir chez nous. Mais à la lumière du témoignage de Bärbel Zobel, le doute s'installe des 2 côtés de la frontière. Et si en fait, le fantôme de Kehl était un tueur en série français ? Pour avoir la réponse, Damien, il va encore falloir attendre de longs mois. Oui, parce que après le meurtre d'Ursula Brailovsky en mai 2000, le fantôme de Kehl va faire en quelque sorte honneur à sa réputation puisqu'il va vraiment disparaître. Pendant des mois, on ne recense plus d'agressions qu'on pourrait lui imputer et ce n'est finalement pas un meurtre de femme, mais presque une banale altercation entre 2 automobilistes qui va permettre de faire la lumière sur cette affaire. Le vendredi 19 janvier 2001, une bagarre éclate sur un parking à Strasbourg. Oui, 2 hommes qui se disputent pour une histoire de voiture, une histoire de stationnement. Ils se sont d'ailleurs déjà disputés par le passé et un des 2 va mettre un coup de sabre dans la voiture, d'abord, puis sur le chauffeur qui s'appelle Ramzi, qui est un chauffeur de bus de 25 ans, qui a pourtant une belle carrure, mais qui va être touché au foie par ce coup de sabre. Et l'auteur de ce coup de sabre, il va être appréhendé tout de suite par la police qui intervient sur cette altercation. Et cet agresseur au sabre, il s'appelle Jacques Plumin. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, Le fantôme de Kehl. Suite et fin de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.